Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin ? C'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissée indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque, peuplée de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts ? C'est parti. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial car je ne suis pas solo à jacasser, mais j'ai bel et bien un invité. Oui, j'ai réalisé ma première interview. J'ai demandé à Alexandre Duval-Stala, président fondateur de l'association Lire pour en sortir, écrivain, avocat et plein d'autres choses, de répondre à mes questions. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Alexandre. Bonjour Jenny. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation à ce podcast. Avec plaisir. Tu possèdes plusieurs casquettes dans ta vie professionnelle. Tu es d'abord avocat, auteur de biographies croisées de personnages historiques et tu es également président fondateur de l'association Lire pour en sortir qui fait de la réinsertion par la lecture de personnes détenues. Est-ce que tu peux me dire comment t'es venue cette idée géniale de fonder cette association et aussi m'expliquer un peu les tenants et les aboutissants de ces missions ? Alors, j'ai créé Lire pour en sortir en juillet 2014 suite à l'adoption par le Parlement d'un amendement que j'avais fait déposer par un député ami que je connaissais pour modifier le code de procédure pénale et permettre à ce que les activités culturelles soient désormais éligibles aux réductions de peine supplémentaires. Et ça venait en fait d'une émission de radio que j'avais entendu qui parlait d'une expérience au Brésil dans une prison de longue peine où pour tout livre lu on avait 4 jours de remise de peine et donc je me suis dit que dans notre pays un tant soit peu littéraire on pourrait peut-être mettre ça en œuvre. Donc nous avons créé Lire pour en sortir autour de 5 missions. La première, c'est un programme personnalisé de lecture où je souhaitais qu'en fait chaque personne détenue puisse avoir accès à un catalogue de livres, qu'on leur offrirait le livre, qu'il soit accompagné par un bénévole, non pas j'allais dire dans leur lecture en soi, mais plutôt dans le chemin de lecture de ce livre au fur et à mesure des rencontres qui se passent généralement une fois par semaine et que ça donne bien évidemment lieu à des remises de peine. Nous avons imaginé aussi des rencontres auteurs, des activités culturelles donc collectives en prison, à la fois donc individuelles avec le programme de lecture, collective avec ces rencontres auteurs qu'on a développé d'autres choses derrière, avec des concours d'éloquence, des concours d'écriture. On avait une troisième mission qui était la lutte contre l'illettrisme, une quatrième mission qui était la rénovation des bibliothèques pénitentiaires et notamment des fonds des bibliothèques, puis une dernière mission qui était l'insertion et la formation professionnelle dans les métiers du livre. Elle existe depuis quand ton association ? J'ai créé Lire pour en sortir en juillet 2014. Nous sommes mis dans un premier lieu qui était, un premier établissement pénitentiaire qui était Châlons en Champagne en juillet 2015. Et nous sommes aujourd'hui à peu près 39 établissements pénitentiaires, donc en 9 ans. Et nous avons pour objectif d'être dans 50 établissements l'année prochaine, en 2024. Donc c'est à la fois une petite association qui s'est bien développée et qui aujourd'hui est présent sur tout type d'établissement, c'est-à-dire maison d'arrêt, centre de détention centrale, tout type de public, hommes, femmes, enfants, et sur l'ensemble du territoire, et le territoire aussi ultramarin, puisque nous sommes en Guadeloupe, aux Antilles, à la Martinique, à la Réunion, et que nous irons peut-être en Nouvelle-Calédonie et aussi à Tahiti. Et pourquoi, selon toi, la lecture était-elle si importante en prison ? C'est-à-dire qu'elle est nécessaire en prison, mais j'allais dire elle est nécessaire à tout le monde. Parce qu'en fait, un des premiers constats qu'on peut faire, c'est que le nombre de mots dans son vocabulaire détermine les inégalités sociales. Et ça, c'est des études notamment américaines qui ont bien étudié ça. Et donc, moins on a de mots dans son vocabulaire, plus finalement on est dans les difficultés économiques, sociales, voilà.
L'illettrisme, par exemple, en est un bon exemple. Si vous n'arrivez pas à écrire ou à lire, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur d'accéder à un emploi et donc, bien évidemment, à une certaine aisance économique et sociale. Du coup, lire, c'est vraiment fondamental parce que, et moi je l'avais vu notamment lorsque je défendais des personnes en correctionnel ou aux assises, c'est qu'ils n'avaient pas les mots. Alors, dans un premier temps, je pensais qu'ils étaient un peu tête de pioche et qu'ils ne voulaient pas parler, mais en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas les mots pour parler, pas les mots pour expliquer ce qu'ils avaient fait, comment ils l'avaient fait, pourquoi ils l'avaient fait, ce qui est extrêmement important, je pense, à la fois pour l'auteur des infractions et puis aussi pour les victimes, parce qu'on a besoin de comprendre lorsqu'on est victime aussi, mais aussi quand on est auteur, on a besoin de comprendre pourquoi finalement on commet des actes. Et les mots, en fait, permettent à la fois de comprendre les autres, de comprendre ce qui arrive, et plus on a des mots pour comprendre, plus on comprend. Et ça, c'est vraiment déterminant, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a plus les mots, en fait, il ne reste plus que la violence. Et c'est vrai que beaucoup de faits, d'ailleurs, de violence s'expliquent par l'absence des mots. Soit l'absence de dialogue, soit quand les mots n'ont plus leur place, on laisse place à la violence. C'est très vrai. Est-ce que aussi cette association, au-delà de venir en aide aux détenus, elle vient aussi en aide à la structure pénitentiaire ? En fait, c'est un écosystème, c'est-à-dire que nous avons, outre le fait que nous aimons associer les personnels pénitentiaires à ce que nous faisons, à la fois en leur permettant aussi d'avoir accès aux livres par des bibliothèques qui leur sont personnelles ou par les associant également à notre concours d'écriture. C'est un écosystème dans le sens où, en fait, lorsque la personne détenue rentre dans notre programme, généralement, la détention se passe mieux parce que, en fait, au fur et à mesure, les mots lui viennent et donc les relations avec les personnels, notamment les surveillants, sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus agréables. Et on le constate, vraiment, c'est les surveillants qui nous le disent. L'atmosphère de la détention est beaucoup plus sereine. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une magie du livre, c'est-à-dire qu'elle entraîne une discussion, elle entraîne une curiosité, en fait. Puisque les premiers qui, dans notre programme, se baladaient avec des livres étaient un peu traités d'intellectuels. Comme une sorte de classe à part, ou en tout cas de premier de la classe. Et au fur et à mesure, en fait, ils y sont tous venus. Et ils y sont tous venus parce que, en fait, ils ont vu les bénéfices que ça leur apportait. Et notamment en cellule, où ils peuvent rester 22 heures sur 24 par jour, à 2 ou 3 dans 9 mètres carrés, ce qui est vraiment très, très compliqué. Et en fait, le livre permet à la fois de s'isoler et également de s'évader, c'est-à-dire de partir comme tout lecteur, de partir dans un roman, dans un livre et finalement d'être ailleurs de là où nous sommes. Et ça, nous l'avons tous expérimenté lorsque nous avons lu des romans qui nous transportaient ailleurs. Est-ce que tu as vu des détenus se transformer à la lecture d'un livre ? Alors, moi je ne suis pas sur le terrain, donc je ne suis pas de personnes détenues, mais je le vois lorsque je viens en détention, notamment pour remettre les prix du concours d'écriture. Et effectivement, chaque personne que je rencontre dans ce cadre-là est vraiment bouleversée à la fois de recevoir ce prix, parce que pour eux, c'est une forme de reconnaissance de ce qu'ils ont fait, d'écrire. Et puis après, effectivement, ils ont envie d'autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont envie plutôt d'écrire que de braquer une banque. Ce qui est déjà une bonne chose. Ils préfèrent braquer un éditeur avec des droits d'auteur plutôt qu'une banque. Et donc oui, donc il y a vraiment un changement chez eux parce que d'une certaine manière, ils ont accès en fait à un univers, à un imaginaire et à des mots dont ils pensaient qu'il leur était interdit d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils ne se sentaient pas capables de lire, ils ne se sentaient pas capables d'accéder à que c'était d'une certaine manière pour les autres, pour des gens plus intelligents, qui auraient mieux réussi scolairement qu'eux. Et donc, ils s'approprient en fait cet univers. Et voilà, alors on n'est pas tous universitaires, on n'est pas tous professeurs de littérature, mais il n'en reste pas moins que chacun en fait peut accéder à ces livres et vraiment voyager avec, que ce soit les romans historiques qu'on connaît, de ceux d'Alexandre Dumas ou d'autres. Mais c'est vrai que c'est un vrai voyage. Tu crois au pouvoir de la littérature pour faire grandir tout à chacun, mais surtout pour faire grandir les détenus et les réinsérer. D'aucuns diraient que c'est un peu utopique. Toi, t'en penses quoi ? Je pense qu'au contraire, c'est très réaliste.
Parce que ce qui serait utopique, c'est de penser qu'on les met en prison, qu'on agite la boîte et qu'ils en ressortent miraculeusement neufs et sans tâche. La réalité, c'est que, bien évidemment, la prison est d'abord un échec. 70% des gens qui passent en prison récidivent. Et que donc, on ne fait pas, malheureusement, de ce temps de prison un temps utile, mais c'est plutôt un temps, d'une certaine manière, de mise en cage pendant un certain temps pour protéger la société, mais on ne la protège pas réellement, puisqu'à la fin, finalement, il récidive. Et ça, malheureusement, c'est le cas depuis trop longtemps. Et donc voilà, donc en fait, le réalisme, c'est justement de faire en sorte que ces personnes qui n'avaient pas accès à ce niveau intellectuel nécessaire puissent y accéder, parce que, en fait, les livres, c'est aussi le pouvoir de la nuance, le pouvoir de la compréhension de l'autre, le pouvoir de l'altérité, de reconnaître, de n'être plus, j'allais dire, auto-centré, mais d'être ouvert sur les autres et sur le monde, de vivre d'autres vies. Et ça donne aussi une espèce de distance par rapport à soi et par rapport au monde, du recul, d'une manière beaucoup plus fine, beaucoup plus, j'allais dire, sensible du monde. Et ça, il n'y a que les livres, en fait, qui nous offrent cette sensibilité au monde. Complètement d'accord. D'ailleurs, à ce sujet, quel rapport nourrissent les détenus avec la littérature avant l'intervention de votre association ? Généralement, il y a personne. On va à la bibliothèque parce que c'est un lieu où en fait on se rencontre, mais pas un lieu où finalement on prend des livres. Ça a toujours été le cas. La bibliothèque est un peu un lieu particulier parce qu'on peut y jouer, parce qu'on peut faire d'autres choses et donc rencontrer d'autres personnes. Mais assez rarement on prend des livres ou on les prend par prétexte. Mais alors que là, par ce programme, en fait, on donne goût d'une certaine manière au livre. Il y a une médiation qui existe, qui change tout. C'est-à-dire bien évidemment, avant, il y avait des bibliothèques pénitentiaires qui existaient, puisque chaque prison a une bibliothèque. Mais il manquait en fait ce trait d'union entre le livre dans les rayonnages et puis le lecteur. Et grâce à nos bénévoles, nos formidables bénévoles, il y en a plus de 300 aujourd'hui à travers toute la France, et bien justement il y a cette médiation, c'est-à-dire ce premier pas face à un objet qui est quand même un objet qu'ils ressentent comme assimilé un peu à l'école, à un effort qui les a pas forcément très, très séduits. Et donc cette personne va justement les amener à ces livres. Et donc après, ils deviennent presque boulimiques de lecture, c'est-à-dire que s'ils ont commencé à lire Camus, ils veulent lire tout Camus. Donc il y a vraiment un enchaînement qui est très fort dans cette seconde étape, qui est d'avoir passé en fait le premier filtre de prendre un livre dans une bibliothèque. Est-ce que cette association a changé ton regard sur certains livres ? Alors, en fait, elle n'a pas trop changé mon regard sur certains livres, elle a plutôt fait en sorte que nous élargissions d'une certaine manière notre catalogue de livres à des livres qui n'étaient pas forcément les livres que j'avais l'habitude de lire. C'est sûr que certains essais ou certains romans un peu j'allais dire, d'auteurs moins connus, voilà. Et nous, avec notre catalogue, nous avons plutôt travaillé l'accessibilité en fait aux livres. Donc des livres qui permettent en fait aux personnes détenues, qui soient plus accessibles aux personnes détenues, c'est-à-dire des livres courts, des livres faciles à lire. Donc il y a toute une littérature de facile à lire. Et puis ensuite, au fur et à mesure, j'allais dire, de leur progression, ils peuvent devenir lecteurs confirmés, lecteurs débutants, lecteurs moyens ou lecteurs experts. Donc ça a plus changé notre regard sur le fait de comment accéder à la lecture et comment faire aimer les livres, ce qui peut être souvent le cas pour notamment les adolescents ou les jeunes enfants, puisque nous avons aussi un programme Lire en famille qui permet à la personne détenue de recevoir un livre pour son enfant et de le lire avec lui. Donc ça a plutôt changé mon regard sur l'accessibilité à la lecture et comment finalement, selon son background et selon son niveau de lecture, on accède à la lecture. Après, ça n'a pas changé mon regard sur un certain nombre de livres et de la nécessité de lire un certain nombre de livres qui restent importants pour notre culture. Oui, en fait, finalement, c'est comme toutes les personnes qui souhaitent se remettre à lire. Il faut bien sélectionner ses livres et réfléchir à comment on peut se remettre dans le bain
C'est-à-dire que nous, on n'a pas envie de... Ils ont déjà été dégoûtés par l'éducation nationale, l'école, et voilà. Donc nous, on ne veut pas les dégoûter. Donc c'est vrai qu'on cherche tous les moyens pour qu'ils reviennent, ou en tout cas qu'ils viennent, parce que pour certains, ils y viennent, au livre. Et donc ça passe aussi par les BD. Ça passe aussi par un certain nombre donc, des livres faciles à lire. Voilà. Et donc je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de snobisme à avoir pour dire c'est mieux de lire effectivement... le Comte de Monte Cristo ou Madame Bovary que l'homme qui plantait les arbres, parce qu'en fait ce qui est important ce n'est pas d'une certaine manière de lire les grands classiques, mais c'est de lire et ensuite on peut espérer qu'un jour il soit attiré par les grands classiques, par ces œuvres magistrales qui apprennent aussi beaucoup sur nous-mêmes, sur le monde. Mais c'est vrai qu'il manque... notre idée, c'était vraiment de leur donner le goût de lire. Et ensuite, après le goût de lire, on en revient toujours aux grands auteurs, parce que c'est incontournable. Exactement ce que je fais avec mon podcast, avec des personnes en liberté, ou peut-être même, je ne sais pas s'il y a des détenus qui m'écoutent. Mais oui, je trouve ça génial comme mission. Et d'ailleurs, donc, toi qui as fondé cette association, j'imagine que tu es toi-même grand lecteur. Et j'aurais voulu savoir quel petit lecteur étais-tu enfant ? Alors moi, je suis effectivement un lecteur qui est tombé un peu comme Obélix dans la marmite assez tôt, et donc j'ai vraiment eu le goût de lire très très tôt. Et j'ai commencé, comme souvent d'ailleurs, par la Bibliothèque Rose, par les oui-oui. Ah. Et d'ailleurs, je me chronométrais pour savoir à quelle vitesse la plus rapide je pouvais lire un oui-oui. Ça, voilà. Puis ensuite, je suis passé à la Bibliothèque Verte, les Lancelot, les Clubs des Cinq, les Cinq Compagnons, tous ces livres qui m'ont enchanté. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, j'allais dire des années, des progressions, j'ai lu les grands classiques, que ce soit Stendhal, Zola, Balzac, puis les auteurs plus contemporains du XXe siècle. Et puis ensuite, j'ai eu mes passions en fonction d'auteurs, et donc je suis allé beaucoup plus loin. Par exemple Stendhal, que j'aime beaucoup, qui est magnifique. J'ai lu beaucoup de Stendhal. Alors j'aime dire que j'ai lu tout Radiguet, mais parce qu'en fait il n'y a que 2 livres. Ah oui. J'en ai qu'un en tête, Le Diable au corps. Le Diable au corps et Le bal du comte d'Orgel. Ah, ok. Et donc comme il est mort trop tôt pour continuer sa carrière littéraire, on peut dire j'ai lu les œuvres complètes. En préparant ce podcast, j'avais demandé peut-être une recommandation d'un livre, qu'on puisse parler d'un livre qui t'a marqué. Et donc j'ai été un peu surprise, mais tu m'as recommandé La Conjuration de Catilina de Sallust, qui est une œuvre historique écrite par un historien romain, Sallust, au 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui en gros traite de la conspiration d'une conspiration dirigée par Catilina en 63 avant Jésus-Christ contre la République romaine. Pourquoi m'as-tu recommandé ce livre ? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce livre ? Tu l'as lu ? Bien sûr, j'ai lu. Je l'ai là à mes côtés. Et j'avoue que c'est pas ma littérature de chevet, mais merci de m'avoir fait découvrir. Alors en fait, Sallust, moi je l'ai découvert il y a peut-être, 10 ou 15 ans. Et je trouvais que c'était un petit livre, d'abord un style extraordinaire. Alors, moi j'ai fait quelques années de latin, mais pas trop d'années de latin. Mais quand on voit le texte en latin, on voit combien il est extrêmement vif, rapide, clair. Et après, ça dépend des traductions, mais généralement, il se retrouve dans les traductions. Ah ouais, ça, j'allais dire... Tu l'as lu en latin, quoi. Non, en fait, j'ai vu les deux. Donc, ok, t'as comparé. En fait, j'ai lu plusieurs versions, parce que j'ai comparé plusieurs versions. Ok. Puisque celle que je préfère, elle est en Pléiade, et donc c'est difficile de recommander une Pléiade pour ce livre. Donc j'ai regardé d'autres versions. Mais c'est vrai qu'en regardant la version en latin, elle montre bien ce style extrêmement direct, extrêmement beau, en fait. Bon, ça, c'est pour le côté, j'allais dire... stylistique. Prof de... Ouais, oui.
prof de littérature, mais ensuite, c'est aussi en fait un magnifique livre sur la politique. Parce que je trouve que tout y est dedans et décrit en fait tous les mécanismes politiques et montre comment les uns et les autres sont manipulés, instrumentalisés et que finalement, souvent, le peuple est un peu le dupe de tout ça. Entre d'un côté, j'allais dire, les dirigeants, ensuite une sorte d'aristocratie politique, c'est-à-dire à l'époque le Sénat romain, et puis ceux qui instrumentalisent la plèbe ou la foule, et c'est effectivement Catilina. Et donc se retrouve dans ce livre, et dans des phrases magnifiques, plein de leçons politiques. Et comme j'ai été prof de philo politique à Sciences Po, c'est vrai que je trouvais que ce texte, en fait, était extrêmement intéressant, parce que vraiment, par des phrases extrêmement bien réfléchies, pensées, enfin vraiment magnifiques, elles peuvent s'appliquer à aujourd'hui, et on peut appliquer à certains des hommes politiques les leçons qu'en tire Sallust dans son livre. Mais je suis complètement d'accord, et c'est ce qui m'a vraiment intéressée, c'est qu'aujourd'hui, c'est la même chose, alors que c'est quand même un ouvrage du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est très intéressant sur ce plan-là. En fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne changent jamais, comme l'amour, et je pense que c'est pareil pour la politique. Oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, la politique, c'est toujours plus ou moins la même chose. Alors après, il y a des grands penseurs, hein. Il y a Machiavel qui est extrêmement important, un autre penseur comme Michel Foucault aussi, qui est très important sur la question du pouvoir. Mais je trouve qu'à travers la conjuration de Catilina, c'est en roman, en fait, des leçons de philosophie politique qui sont exprimées. Voilà. Mais ça, c'était un premier roman. Il y a plein d'autres romans. Je ne lis pas que des romans politiques. Et il y a plein d'autres romans, en fait, qui sont passionnants. Et je parlais de Stendhal tout à l'heure. Lucien Leven est aussi un magnifique livre. Un livre à la fois d'amour, à la fois un livre d'ambition. Le Père Goriot, c'est aussi magnifique comme de Balzac. C'est magnifique aussi comme histoire, hein, de ce père qui se dévoue pour ses filles qui ont honte de leur père parce qu'elles sont dans le beau monde. Donc voilà, donc c'est vrai que la littérature nous offre toujours des joies, et même de nouveaux livres écrits par nos contemporains nous offrent aussi des joies magnifiques, et avec des découvertes d'auteurs qui nous entraînent en fait, qui nous emportent. Je suis désolée, je ne savais pas que tu avais une autre casquette qui était de prof de philo politique. Bref, catastrophique, j'ai pas fait bien mon boulot. Mais bon, dernière question. Tu m'as déjà donné plein d'idées de livres pour essayer de se remettre à lire. Quel est, toi, ton dernier coup de cœur littéraire ? Alors, je préside aussi le prix André Malraux. Ah, d'accord. Et nous avions décerné, qui est donc un prix qui est sur une fiction engagée, et puis un prix sur un essai sur l'art. Et nous avons donné une mention spéciale à Salman Rushdie pour son dernier livre. Mais donc la fiction engagée, c'est un livre qui s'appelle Tasmania de Paolo Giordano, qui est un très très beau livre. Et puis Picasso tout contre Cocteau de Claude Arnaud, chez Grasset, qui est aussi un livre qui raconte cette histoire particulière de Picasso et de Cocteau. C'est un peu comme tes biographies croisées. Alors c'est plus l'histoire d'une relation, parce que les biographies croisées, elles partent, c'est vrai, des vraies biographies qui partent, j'allais dire, de la naissance jusqu'à la mort, même si le premier chapitre est toujours le chapitre un peu clé de la relation entre les deux personnages. Et là, c'est plus une histoire de leur relation qu'une biographie de l'un et de l'autre au prisme de leur amitié ou de leur parfois difficultés. Donc je recommanderais ces deux livres, mais voilà, il y a plein de choses. Moi, je lis beaucoup d'essais aussi. Il y a un livre d'Imre Kertész qui vient de sortir, Le Spectateur, qui est son journal. Imre Kertész était un juif hongrois qui a été dans les camps et qui a une littérature, plusieurs livres publiés chez Actes Sud, qui est vraiment magnifique, qui est un auteur splendide. Je suis en train de lire aussi le journal de Sándor Márai, qui est un autre auteur hongrois qui est aussi extraordinaire. Bref, là, je pourrais parler des heures et des heures de toutes ces œuvres. C'est magnifique, quoi. Et t'es plus essai que roman, ou ça dépend des jours ou des époques de ta vie? En fait, j'aime tous les livres. Je peux avoir un livre sur les jardins que j'aime bien. J'aime cette belle histoire d'amour, par exemple, Les Cerfs-volants de Romain Gary, qui est vraiment magnifique.
qui est son dernier livre, d'ailleurs, son dernier roman. J'aime Le Tour du Malheur, par exemple, de Joseph Kessel, qui est un extraordinaire histoire d'un avocat au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans les années 20, qui est vraiment une fresque époustouflante. Je ne connais pas personne qui n'a lu son livre, n'a été déçu et a toujours été transfiguré, j'allais dire, par ce livre. Donc oui, en fait, on pourrait rester des heures et des heures à parler de tous ces livres qui nous enchantent, mais j'alterne effectivement des essais philosophiques, des journaux, j'aime beaucoup les journaux, les mémoires. Voilà. Et puis ensuite, comme j'écris effectivement des biographies, je suis obligé de dire beaucoup de choses sur mes sujets. Mais d'une manière générale, j'alterne effectivement les essais et les romans, parce que quand même les romans, c'est ce qui nous transporte. Écoute, merci beaucoup Alexandre de m'avoir consacré tout ce temps. Avec plaisir. Et d'avoir répondu à mes questions, et à bientôt. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez autant apprécié que moi cette discussion avec Alexandre Duval-Stala. Toutes ces recommandations de lecture sont en lien de cet épisode. N'hésitez pas à me mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à me retrouver sur mon compte Instagram eugénie.devrogil. Je suis toujours ravie d'échanger littérature avec vous. À dans 2 semaines, et d'ici là, bonne lecture.